par se produire, celui des violences ? On y arrive. Le problème, c'est qu'on a la chienlit en France. Et il faut savoir qui est responsable. Est-ce que c'est uniquement les manifestants ? Est-ce que c'est également le pouvoir en place ? Souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est toujours la faute des manifestants. Mais est-ce que ce n'est pas la faute du gouvernement qui n'est pas capable de tenir l'ordre en France ? Et comment on en est arrivé à cette situation, en fait, précisément ? Parce qu'en fait, Emmanuel Macron a mal mené cette réforme des retraites. Il aurait pu la mener en septembre dernier. Tous les Républicains, tous les députés LR lui disaient qu'il fallait la mener en septembre dernier. Et tout le monde lui disait qu'il fallait la mener en septembre dernier. C'est la faute également de la Première ministre qui n'a pas été capable de tenir l'Assemblée nationale, alors qu'elle avait été nommée parce que c'était l'apôtre du dialogue social. Il y a tellement un dialogue social important, elle est tellement dure en dialogue social qu'elle a réussi à liguer tous les syndicats contre elle. Et ensuite, après, vous avez l'opposition à l'Assemblée nationale, vous avez le 49-3 qui a été utilisé. Alors ensuite, après, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Emmanuel Macron peut malgré tout s'en sortir dans la situation actuelle ? Le premier point, c'est de pouvoir rétablir l'ordre. Est-ce que l'ordre peut être rétabli en France ? C'est le premier point, alors qu'ils ne sont pas capables de tenir un hémicycle et qu'une première ministre n'est pas en capacité de pouvoir parler dans un hémicycle. Le deuxième point, c'est comment faire en sorte pour que ces manifestants se déroulent dans le calme. Est-ce que les manifestants sont tout à fait légitimes et est un droit constitutionnel ? Oui. Est-ce que pour autant, ils ont un droit à foutre le bordel en France ? Non. Et c'est à la police et c'est au gouvernement de pouvoir régler cette situation. Ensuite, après, il y a un troisième point, et c'est ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. C'est que malgré tout, lorsqu'il y a eu des violences en France, même quand le pouvoir était impopulaire, il y a une partie de l'opinion publique qui s'est ralliée vers Emmanuel Macron s'il était en capacité de pouvoir maintenir l'ordre en France, et c'est ce qui lui est demandé. Est-ce que les de vieille monarchie, quelque part ? Oui, mais il y a monarchie et monarchie. C'est-à-dire que quand il y a monarchie, parce que c'est également le système à l'appareil, etc., c'est-à-dire qu'on peut avoir une image un peu rétrograde, mais malgré tout, ils ont quand même une certaine admiration pour nous. Alors que ce qui se passe depuis plusieurs années, notamment depuis le Stade de France, c'est qu'en fait, la France est constamment humiliée à l'international, parce qu'on ne sait pas organiser une compétition sportive, parce qu'on a une ville auquel l'ancienne ville la plus belle du monde devient de plus en plus dégradée, on a des tonnes de poubelles, etc. Et se pose la question à un an des JO, est-ce que l'image et l'attractivité de la France sous Emmanuel Macron, c'est pas dégradé petit à petit ? Et moi, je pense que c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est arrivé en 2017 en disant on va donner une nouvelle image de la France. C'était ce qu'on nous avait promis. C'est-à-dire qu'on allait donner une nouvelle image. Le jeune président réformateur, libéral, pro-européen, voilà, c'était ni de droite ni de gauche. Un nouvel élan en France, etc. Et est-ce que cette promesse originelle n'est pas en train de petit à petit d'être rompue par une personnalité plutôt Est-ce qu'il devient un vieux roi dans son château, un vieux roi giscardien, classique, face etc. à un peuple révolutionnaire de Français manifestants tout le temps contre lui. Et donc du coup se pose cette question-là. Ensuite après moi je pense qu'il y a un deuxième point, c'est ce que disait le Washington Post et votre correspondante, c'est est-ce que la réforme est nécessaire malgré tout. Donc malgré tout, même si Emmanuel Macron a une image dégradée en France, est-ce que sa cote internationale par le fait de vouloir poser cette réforme est toujours intacte ? Je pense que oui, dans la mesure où il essaye quand même de réformer un pays dit irréformable. Le se développe ? Il y a une demande, le prix de la drogue a baissé, donc du coup il est plus accessible à tout le monde. On est dans une ère de la mondialisation, donc tout est accessible. Et ensuite, surtout, il y a des consommateurs. Et la population n'est pas forcément la même. C'est-à-dire que la population que vous avez avant 2020, donc avant la crise sanitaire, n'est pas forcément la même que celle de l'après 2021, de l'après 2022, parce que le monde est en train de se transformer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est ce que je vous disais sur la question du prix. Et puis après, le troisième point, c'est une question de génération. C'est-à-dire le public, la génération Z, comme on l'appelle, n'est pas la même que la génération qu'on a connue, nous tous. Et donc, du coup, il faut faire désormais des trucs qui sont dits cool. Et pour dire cool, pour pouvoir s'intégrer, il faut pouvoir consommer, parce que les méthodes de soirée ne sont pas forcément les mêmes soirées qu'on a rencontrées ou les soirées qu'ont rencontrées nos parents. Et donc, du coup, en conséquence, vous avez toute une génération, et la préfète a raison de le dire, qui a une génération de consommateurs, et ça va être de plus en plus grave dans les années à venir. Moi, je pense que c'est un sujet essentiel. Nous, on travaille souvent sur l'histoire, la chute des empires. Il y a un empire qui était le plus grand empire du monde, qui était l'empire chinois, qui s'est effondré à cause de l'opium. Est-ce que nous, on va avoir une génération de déglingués qui consommeraient uniquement de la drogue et qui profiteraient pour passer leur week-end à bloquer les autoroutes et des ronds-points ? Je ne pense que ce n'est pas l'avenir qu'on veut pour notre génération. Alors si on dit que c'est une cause nationale, il faut mettre les moyens associés. Les moyens associés, c'est lutter contre la consommation. Ça veut dire clairement que si par cas vous êtes attrapé en train de consommer, on vous met une amende très forte pour vous dissuader de pouvoir le faire. Et ensuite, après, il faut s'attaquer à la question de production. À la question de la production, il faut attaquer les réseaux de deal et également arrêter les livraisons de la part de certains pays. Et donc, du coup, il faut mettre en place une véritable politique pour faire cela. Mais actuellement, est-ce qu'on a envie de le faire ? Est-ce que l'Union européenne souhaite le faire ? Et surtout, est-ce qu'on utilise un levier diplomatique pour dire à certains pays, si vous continuez à livrer de la drogue en France, si vous permettez de livrer de la drogue en France, on va pouvoir mettre des actions diplomatiques contre vous, des sanctions commerciales, on va vous mettre au bon du commerce international, des organisations internationales. J'ai pas l'impression qu'on voit ça, et donc forcément, ça va continuer, ça va s'empirer dans les années à venir. Alors, il a été conçu pour ne jamais être utilisé, le référendum d'initiative partagée. Et comment ça ? En fait, on l'a mis en place pour dire qu'il y avait cette possibilité, donc ouvrir une voie démocratique dans la réforme constitutionnelle de 2008, si je me souviens bien.
Mais par contre, il a été fait pour mettre des conditions tellement restrictives que normalement, en théorie, on ne l'a pas imaginé pour qu'il puisse être utilisé. Seulement là, on arrive à une situation particulière. C'est-à-dire que normalement, il faut avoir 185 parlementaires. Est-ce qu'ils les auront? Vu le nombre de personnes qui vont voter à motion de censure, oui, on l'aura. La question, c'est est-ce que pendant 9 mois, vous êtes capable de récolter 5 millions de signatures? Autant dans un contexte normal, je vous aurais dit, c'est quasiment impossible de récolter 5 millions de signatures. On l'a vu lorsqu'il y avait eu la privatisation des aéroports, il y avait déjà eu un référendum d'initiative partagée. On n'a jamais recueilli, je crois que ça n'a même pas dépassé 1 million de signatures. Là, par contre, trouver 5 millions de signatures, alors que 75% de la population est contre la réforme, il ne faut plus exclure. Il ne faut plus l'exclure dans la mesure où les syndicats ont réussi à mobiliser plus d'1 million de personnes quotidiennement à chaque fois, à chacune des manifestations, donc c'est une possibilité. Moi, je pense que le sujet clé, c'est comment s'en sort le gouvernement. Le gouvernement, il disait le 49.3, alors que le 49.3 était un outil qui était créé par le général de Gaulle lors de la réforme de la Constitution de la Ve République pour faire en place face au blocage du Parlement. Mais il n'a jamais été théorisé pour faire face au blocage de l'opinion publique. Le 49.3 est utilisé pour lutter et trancher entre le gouvernement, l'opposition entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, mais pas pour trancher l'opposition entre le gouvernement et le peuple français. Et je pense que si par cas, la question que vous posez, c'est pourquoi est-ce que autant de personnes manifestent contre la réforme des retraites et pourquoi est-ce qu'on a un tel front, c'est parce que le gouvernement utilise le 49.3 non pas contre l'Assemblée, mais contre son propre peuple. Allez, 7h40.